Elle a peut-être aidé Donald Trump à devenir président américain. Elle alimente des théories complotistes ou incite des internautes à ne pas se faire vacciner. Mais au fait, c'est quoi la désinformation en ligne ? Qui la diffuse et pourquoi ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Métadonnées. Thomas, tu es journaliste, spécialiste de la désinformation en ligne depuis maintenant quelques années. Comme je le dis, on revient aux fondamentaux. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la définition de la désinformation en ligne. Comment est-ce que toi, tu définirais le concept de désinformation en ligne ? Le concept de désinformation en ligne, ça va être grosso modo un peu une transposition du monde réel au monde numérique, c'est-à-dire ce sont des gens qui mentent. Ce que le numérique change profondément, c'est à la fois la méthode, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'outils qui permettent de manipuler les gens, les populations, les informations, et il y a en même temps une espèce de chambre d'écho qui est démultipliée. La désinformation, c'est vieux comme les sociétés humaines, les rumeurs aussi. Ce qui a changé au cours des 20 dernières années, c'est grosso modo, avant, c'était le café du commerce, donc on était une dizaine de personnes à écouter quelqu'un qui disait n'importe quoi. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, leurs algorithmes de recommandation de contenu, et donc quelqu'un qui dit n'importe quoi peut toucher des dizaines, des centaines, des millions de personnes parfois en quelques heures, et donc ça change profondément, non pas ce qui est fondamentalement la désinformation, mais l'impact qu'il a sur nous. Et finalement, c'est quoi aussi un peu la différence entre ce qu'on pourrait appeler une fake news et une simple erreur ? Parce que c'est vrai que souvent, on confond un peu les deux. Et par exemple, quand on publie un article, ou n'importe quelle information sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut se planter. Donc c'est quoi la différence finalement ? Grosso modo, je pense qu'il faut reconnaître que le français nous pose un peu un problème. C'est-à-dire que le terme de fake news, il se traduirait en français par fausse information. Oui. Mais en réalité, fausse information se traduirait pas par fake news. Il se traduirait par wrong news, false news. En fait, c'est l'intention. En fait, il y a quelque chose de plus. Ouais. Moi, j'ai une petite manière de l'expliquer. C'est grosso modo, la différence entre une fausse info et une fake news, c'est un peu comme la différence entre un faux sac Vuitton et un fake sac Vuitton. Le faux sac Vuitton, en général, tu l'as acheté 5 € sur un marché, tu sais que c'est un faux et donc ça n'a aucun problème. Le fake Vuitton, tu l'as payé 3 000. Et tu t'es fait rouler. Et donc, grosso modo, l'idée de la fake news, c'est qu'il y a une intention de manipuler. La vraie différence aussi qu'il y a entre la fausse info et la fake news, c'est que la fausse info, elle a des conséquences pour celui qui la diffuse. Ça veut dire quoi ? Un média professionnel se trompe, il doit s'excuser. Il doit expliquer pourquoi il s'est trompé. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès nous a renseigné aussi, par exemple, sur quand tous les journaux publient une photo de Xavier Dupont de Ligonnès, soi-disant arrêté, mais que ça n'est pas lui, le jour suivant, grosse introspection, et dans les pages du journal, on t'explique pourquoi est-ce que les mecs se sont trompés. Les gens qui diffusent des fake news ne s'excusent que trop rarement, voire quasiment jamais. Tu citais Donald Trump en introduction. Donald Trump, c'est 25 000 fake news au cours de son mandat. Il n'y a pas un seul moment où il s'est excusé en disant « Excusez-moi les gars, j'ai dit une connerie, c'était pas vrai ». Donc la première différence, c'est l'intention, tu l'as dit. La deuxième différence, ça va être les conséquences pour celui qui la diffuse. Alors là, on a peut-être un nouvel exemple avec Fox News et l'affaire Dominion où ça change un peu les choses. Mais grosso modo, il y a très peu de conséquences directes pour celui qui diffuse des fake news. Et c'est bien le problème. Et alors, tu parlais des réseaux sociaux. Alors, c'est vrai, évidemment, qu'on a une chambre d'écho qui est totalement inédite. Mais les réseaux sociaux, finalement, on va dire que ça fait quand même presque 15 ans. Et on va dire au moins 10 ans que c'est extrêmement popularisé, que c'est entré dans notre quotidien à tous. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça explose en ce moment ? Quand je dis en ce moment, c'est depuis 3-4 ans. Il y a plusieurs choses qui ont joué. C'est que, tout d'abord, ce phénomène numérique, il est à la fois très proche de nous, mais c'était quelque chose d'un peu personnel. Notre expérience des réseaux sociaux était quelque chose qu'on vivait un peu seul, avec les gens en ligne, mais dont on parlait assez peu dans le monde réel, j'ai envie de dire. Donc il y avait une espèce de séparation entre le monde numérique et la vraie vie. Du coup, pendant cette
période-là, on va dire grosso modo du début des années 2010 à l'élection de Trump, le phénomène se diffuse de manière un peu sous-jacente, un peu sous le manteau. Ça n'empêche pas que ça fait des énormes audiences. On voit des films complotistes sur YouTube qui font des millions de vues. Je pense à Loose Change sur le 11 septembre. Je pense au truc des pyramides. Mais ça faisait j'ai envie de dire, alors bon, le 11 septembre, il y avait un côté un peu politique, et puis il y a eu aussi des livres, des bouquins de Thierry Meyssan, etc. Enfin voilà. Mais il y avait un côté un peu folklorique. En fait. Alors, il y a toujours Par exemple, les pyramides dont on a parlé avec Gims. Il y a toujours eu un truc folklorique autour des théories du complot parce que finalement, ça faisait partie d'un univers un peu imaginaire. Ouais. Et ça se rapprochait souvent d'éléments de fiction dont on nous disait, en fait, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. X-Files, la Lune, y a la Terre est plate, il y a tout un tas de trucs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui pense qu'on n'ait jamais été sur la Lune. Bon, c'est éventuellement un pote qu'on a tous, ou un oncle ou une tante. Mais bon, c'est pas très grave, quoi. Ça nous semble pas très grave. Ça nous semble pas très grave, et je pense que à la base, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que ça induit une vision du monde. Le problème des fake news ou des théories du complot, c'est qu'en réalité, quand on croit à une fake news ou une théorie du complot, tu parlais de Gims et des pyramides. Le problème, c'est pas que Gims nous dise il y a de l'électricité ou des pyramides. Finalement, il a bien le droit de croire une immense connerie. C'est son droit. Le problème, c'est ce qu'il dit après. Les historiens le savent et ils nous mentent. Et en fait, le vrai problème de la désinformation, c'est que quand on pose le fait que sur quelque chose d'aussi important, l'homme a marché sur la Lune, c'est-à-dire toutes les télés l'ont diffusé. Si ça, c'est une manipulation, eh bien, on peut te mentir sur tout. Et en fait, c'est cette espèce de, à mon avis, ce qu'on n'a pas vu grossir durant les années 2010, c'est cette espèce de défiance par petits bouts qui s'est instaurée de poste en poste, de vidéo en vidéo sur YouTube, de recommandations de contenu en recommandations de contenu. Et on n'a pas vu non plus, à mon sens, un truc qui était plus pernicieux, plus pervers. C'était la mécanique propre aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on se disait, c'est génial, ça brise les dictatures avec le printemps arabe. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. 2011, ça fait élire Barack Obama. C'est ça. C'est merveilleux, ce truc-là. Et en fait, dans le même temps, se préparer... Alors, 2016, alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de porter un avis politique sur Donald Trump, mais 2016, c'est un peu l'an zéro de la prise de conscience de la désinformation. Oui, et pas complètement avec Trump. Le premier épisode en 2016, c'est le Brexit. Oui. C'est la vraie campagne de désinformation massive des conservateurs avec leur fameux bus. Chaque semaine où vous sortez de l'Union européenne, 350 millions de livres vous reviennent dans la poche. C'était faux complètement, le calcul était totalement erroné. Et d'ailleurs, le soir de l'élection, comment il s'appelle, Nigel Farage, ouais, bien sûr, vient dire non, mais en fait, c'était pas vrai, voilà. Mais ça, c'était le premier élément. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas non plus perçu, c'est que il y a eu une ingénierie de la désinformation qui s'est mise en place autour de cette année 2016. C'est ça, l'année 2016, c'est un peu l'industrialisation. Et je pense, alors parce que forcément, on y arrive aussi, les motivations. Là, tu parles de motivation politique, parce qu'aujourd'hui, on a des outils comme Facebook qu'on a pu manipuler. Il y a l'affaire Cambridge Analytica, on ne va pas revenir entièrement dessus, mais ce qui fait qu'avec des données, on pouvait savoir qui influençait et lancer des campagnes monstrueuses sur Facebook pour influencer. Mais il y a aussi un aspect économique, j'ai envie de dire tout bête. La désinformation, c'est avant tout du business. Alors, c'est certain que ça rapporte beaucoup plus d'argent d'être désinformateur que journaliste professionnel. Et c'est d'ailleurs aussi l'un des vrais problèmes, c'est que en réalité, ceux qu'on appelle un peu les papes du complotisme, je pense à par exemple Alex Jones aux États-Unis, qui est une figure extrêmement importante de l'univers complotiste aux États-Unis. On sait que sur l'année 2015, 2016, 2017, le chiffre d'affaires déclaré de sa boîte complotiste, InfoWars, qui est donc un média de la désinformation totale, c'est 135 millions de dollars de chiffre d'affaires en 3 ans. Quel média indépendant sérieux va réaliser un chiffre d'affaires de cette ampleur-là? Aucun. Ça n'existe pas. Donc, et si on va dans des modèles peut-être plus français, effectivement, Soral, c'est une entreprise qui marche bien. Je me rappelle du bouquin de Mathieu Mollard, de Street Press et de Robin D'Angelo, qui nous donnait des chiffres aux alentours d'1,5 million, 2 millions d'euros par mois de chiffre d'affaires pour la petite entreprise complotiste de Soral. Donc, c'est du business. On voit en ce moment que tout un tas de bouquins
se vendent très très bien en ligne et dans les librairies, et qui sont des bouquins qui sont... Alors, ils disent ils assurent qu'ils reversent d'ailleurs pour les... Je crois qu'il y en a On parle d'Alexandre Arianco, non? Oui, c'est qui ça, reversent leurs revenus, etc. Bon, après... écoutez, si elle dit aussi vrai là-dessus que dans son bouquin, l'éditeur, c'est très ennuyeux. Et puis bon, après, l'éditeur, lui, il gagne de l'argent quand même. En fait, c'est ça. Là, on a un autre problème, et c'est marrant parce que cette question s'est beaucoup posée ces dernières semaines. D'expliquer ce phénomène du succès des livres complotistes aujourd'hui. Mais oui, c'est normal, parce que on a du mal à apercevoir, comme tu le disais en préambule, que la désinformation, pour nous, la désinformation, c'est numérique. Et grosso modo, les fake news, ça arrive en 2016 avec Trump, et la société l'observe un peu comme ça. La réalité, c'est que c'était beaucoup moins gros en termes d'audience et d'impact, mais que ça existait depuis toujours. Oui, mais ça existait notamment dans des bouquins. Oui, mais... En fait, c'était un truc, le complotisme, c'est avant tout un truc de bouquin qui s'est déporté sur le numérique. Mais, ils ont tous... Tu parlais de Thierry Messant. Thierry Messant, c'est un bouquin. L'effroyable imposture, c'est traduit dans 22 langues, c'est des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Mais j'ai l'impression que c'est le numérique, c'est les réseaux sociaux qui ont fait que ceux qui, il y a quelques années, écrivaient des bouquins. Alors bon, Thierry Messant, je crois que ça a été pas mal vendu, mais parce qu'il y a eu des plateaux télé, enfin il a fait des télé aussi. Il y a une forme de responsabilité de nos confrères aussi. Je parle vraiment des bouquins, un peu les pyramides d'Égypte, on n'a pas marché sur la Lune, etc. C'était des bouquins qui se vendaient... Très peu, qui étaient presque du domaine du folklore. Souvent à compte d'auteur d'ailleurs. Voilà, et qui sont passés au format numérique, qui ont créé des stars et qui maintenant revendent. Exactement. Et en fait, beaucoup de bouquins. En réalité, Internet leur a permis de créer une espèce de cercle vertueux du vice. Un truc absolument dingue où ils racontent n'importe quoi, c'est répété partout, ça buzz. D'une certaine manière, plutôt que de suggérer des contenus qui contredisent ces thèses, les réseaux et les algorithmes vont plutôt vous montrer des choses qui vont un peu dans ce sens-là. Donc du coup, ça c'est l'autre partie de ce cercle vicieux, entre guillemets, enfin vertueux du vice. Et à la fin, ça fait effectivement que ces personnes qui étaient un peu à la marge sont devenues des figures numériques. Comme elles sont devenues des figures numériques, elles trouvent de nouveaux relais dans la société. Certains éditeurs qui, à mon avis, jouent un jeu dangereux, parce qu'il n'y a pas que Alexandre Arianco. Je veux dire, on a Juan Branco, on a dans le top 10 là en ce moment, le seul bouquin à peu près sérieux, je crois que c'est Salomé Saké avec Sois jeune et tais-toi, quoi. Sinon, c'est quasiment que des choses qui sont franchement contestables. Et alors, mais pour revenir à la désinformation, notamment 2016 et en ligne, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est toute cette profusion de rédaction d'articles de tout et n'importe quoi, du style Hillary Clinton mange des bébés, etc., mais qui venait par exemple de Macédoine. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une région en Macédoine, une petite ville, je crois d'ailleurs, où ils se sont dit, en fait, ils sont devenus spécialistes. Voilà, produire de la désinformation, ça rapporte de l'argent. Alors je pense qu'ils s'en fichaient totalement que Trump soit élu, mais ils ont produit en masse et ils ont gagné de l'argent comme ça. Il y avait, durant cette année, on avait 3 types de désinfos. On avait des acteurs politiques qui fabriquaient de la désinfo dans les campagnes électorales, le Brexit, Trump, le début de Bolsonaro au Brésil et tout. On avait des acteurs vraiment purement économiques, la Macédoine, voilà. Et on avait un troisième truc qui mélangeait des acteurs étrangers, alors l'Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, l'arme de Poutine pour influer sur les scrutins en 2016, et on avait des mecs, moi j'en ai rencontré un à l'époque, début 2017, lui il s'appelait Charles Horner, c'était un potache. Lui il faisait des faux articles pour gagner du fric avec du clic. En gros, il faisait une espèce de Gorafi. Oui, parce que entre satire et désinformation, parfois, c'est très clairement identifié, mais parfois, c'est moins bien identifié. Le vrai problème que nous pose la satire, c'est quand il n'est dit nulle part sur le site que c'est de la satire. Exactement. Et ça a été un peu ce qui a été notamment reproché à Nordpress à un moment. Qui était un peu border. Qui était sur ces sujets moins clairs que d'autres médias. Je pense notamment au Gorafi ou à ce que faisait Paul Horner, Paul Horner, lui... il faisait des bouquins. C'est le truc des militants Clinton, les militants payés dans les meetings de Clinton pour dire du mal de Trump. Et ben ça, c'était un truc qu'il avait inventé lui. Ça a été repris par le fils de Trump, par tout un tas de leaders républicains et tout. Et lui, à la fin, son papier, quand il faisait des centaines et des milliers de vues sur un site complètement faux, et ben lui, il gagnait 10 000, 15 000, 20 000 $ par mois. C'est beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, la désinfo, ça a un côté politique.
Alors ça, c'est beaucoup plus que toi et moi réunis, ça je te confirme. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la désinformation, c'est avant tout un phénomène complexe. Et c'est un phénomène dont on ne mesure pas, à mon sens encore, la totalité de l'impact. Hein, on a parlé de scrutins récents, on parle de la société qui se bouscule, on parle parfois de relations humaines et personnelles qui sont de plus en plus difficiles, avec des gens dans nos familles, dans nos amis, qui croient un peu n'importe quoi, alors que le copain qui pensait qu'on n'avait pas marché sur la Lune, on pouvait continuer à boire des bières. Là, quand on est sur, il y a des puces 5G dans les vaccins, ça devient plus technique. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le côté folklorique du pote qui croyait qu'on n'avait pas marché sur la Lune, ça se transforme en le pote qui va au Capitole le 6 janvier 2021 et où il y a 5 ou 6 morts, si je dis pas de bêtises. 5 morts. Ouais. 5 morts, et c'est le pote qui se vaccine pas et qui finit en réanimation. Donc les conséquences, elles sont quand même assez différentes. Mais après, moi, la question que je me pose, et je suis ça quand même depuis un petit moment, c'est l'incapacité totale des plateformes à lutter contre ça. Ouais, d'ailleurs... Quand je dis plateforme, c'est j'ai remarqué que toi, d'ailleurs, dans ton appréciation de ces sujets-là, tu as évolué. T'es devenu, j'ai remarqué que tu devenais beaucoup plus critique des plateformes qu'il y a quelques années. Ah oui. Dans ton approche de ces sujets. Et je pense qu'on a tous fait un peu ce chemin-là. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a commencé, chacun, je dis nous, on est une quinzaine, vingtaine de journalistes un peu à s'intéresser à ces sujets en France aujourd'hui. Et on est tous plus ou moins rentrés dans ces sujets par la désinfo ou les complotistes. Et en gros, il y a un moment où, dans notre appréciation du phénomène, on comprend qu'il n'y a pas que ceux qui parlent, il y a aussi comment ça se diffuse. Et dans ce processus de la diffusion, on se rend compte, à force d'enquête, à force de travail, à force de souvent poser des questions qui restent sans réponse auprès des plateformes, qu'il y a une espèce de trou noir dans lequel on ne nous explique pas ce qui se passe, on ne veut pas répondre aux questions des journalistes, mais donc de la société civile sur l'impact de ces plateformes, et on comprend qu'il y a quand même une logique économique qui prend le pas sur toutes les autres. C'est ce que j'allais dire, quand on parle de business de la désinformation, oui, il y a les désinformateurs, mais j'ai envie de dire, c'est comme la conquête de l'Ouest, les principaux bénéficiaires, c'est les vendeurs de pioches. Exactement. Donc, c'est-à-dire les plateformes, parce que c'est peut-être elles qui vont gagner le plus d'argent sur la désinformation. C'est le problème, c'est qu'en fait, là, je voyais ce matin que le board de supervision de Facebook est en train de lancer une opération pour que on sache quel a été l'impact de la désinformation sur la pandémie via Facebook et quelle responsabilité a Facebook sur ce sujet. Le problème, c'est que c'est très bien de nous demander quel est l'impact de la désinformation, mais en même temps, est-ce qu'il fallait vraiment que Facebook laisse des anti-vax acheter des pubs sur Facebook et cibler des personnalités sur le réseau ? A priori, d'après certaines études américaines, on est à peu près $1 milliard de pubs anti-vax investis sur le réseau Facebook en 2020 et 2021. Est-ce que Facebook a vraiment besoin de faire cela ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait dire que tout cela n'est pas acceptable ou ne devrait pas être fait de cette manière-là ? Je pense qu'on doit tous se poser ces questions. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'emprise. C'est à la fois des entreprises tentaculaires qui sont gigantesques, qui sont dans presque tous les pays du monde et qui n'ont pas toujours de représentation juridique sur les activités qui nous intéressent en France. Tout ça est très compliqué, mais je crois qu'il y a aussi un espèce de truc, moi, j'ai souvent l'impression que quand on est dans cet univers de la lutte contre la désinfo, on est un peu comme dans la lutte antidopage. En gros, pour se rendre compte que les mecs nous ont menti, que les algorithmes l'ont amplifié, qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, Armstrong, il a déjà gagné 7 fois le Tour de France. Oui. Et ça nous pose quand même un vrai problème. Sachant qu'il y en a qui font carrément marche arrière, c'est-à-dire que Facebook, officiellement, ils essaient de lutter. Alors, ils ont quand même supprimé quelques comptes, etc. Oui, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, mais ils ont mis longtemps pour le faire. YouTube, je trouve qu'ils ont peut-être été un peu plus réactifs. En tout cas, ils n'ont pas la même approche, d'une manière générale. Ouais. Google est beaucoup plus transparent sur sa manière de fonctionner. En tant que journaliste, j'ai pu le constater. Oui, mais on est tous obligés de le constater. Et je pense que c'est aussi au niveau des chercheurs. En fait, l'un des vrais problèmes qu'on a, et je pense que c'est aussi intéressant d'en parler dans Métadonnées, c'est que ces métadonnées, ces sujets, ces questions numériques, on manque de temps pour les analyser et on manque de science. Le temps de faire une étude sociologique.
très sérieuse, avec des chercheurs qui vont pas être d'accord sur la méthode, sur la manière de faire, sur les chiffres qu'ils vont récupérer, pour arriver, eux, à produire du savoir qui va nous permettre de dire, oui, en fait, Facebook, c'était un problème, il nous faudra 10 ans, 15 ans, et d'ici là, on aura... En fait, il y a une espèce de distorsion du temps. Et cette distorsion du temps, moi, elle m'interpelle beaucoup parce qu'en réalité, c'est notre seule manière de lutter. C'est de refaire du temps pour nos petits cerveaux. Enfin, il faut quand même aussi préciser que des outils pour analyser tout ça, il n'y en a pas 50. Non. Chez Facebook, par exemple, il y a un outil qui est utilisé par des chercheurs, par des journalistes, qui s'appelle CrowdTangle, qui permet de voir vraiment les publications qui ont le plus d'interactions, les vidéos les plus vues, sans passer par le filtre du service com de Facebook. Ils sont en train de le démanteler. A priori, ils veulent carrément le supprimer, alors que c'est un outil indispensable pour les chercheurs et les journalistes. Twitter, il y a quand même assez peu d'outils. TikTok, il n'y a aucun outil. Donc c'est vrai que les plateformes, là, si Facebook ferme CrowdTangle, on va être quasiment aveugle quand même sur les données en fait. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que en fait les derniers scandales en termes de désinformation et de numérique, elle m'avait donné un petit peu l'espoir que ça crée une obligation de transparence pour les plateformes. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Alors. Il y a CrowdTangle, mais ils vont le supprimer. Il y avait l'Observatoire des publicités en ligne sur Facebook. Et en fait, pourquoi est-ce que tout ça avait été mis en place ? Parce que des journalistes avaient dit, attendez, là, avec l'histoire de Trump, on sait qu'il y a eu des millions de dollars investis en publicité sur le réseau, et on ne sait même pas qui les envoie, qui les reçoit et à quoi elles ressemblent. Et donc, on a là de la communication politique qui se fait dans l'ombre totale. C'est exactement ce que permettent ces plateformes aujourd'hui. Et je crois que ça doit nous obliger à une autre manière de voir les choses. En fait, la politique, c'est malgré tout une forme de bien commun. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas avec les candidats, ça n'a pas d'importance. Ça doit être quelque chose qui est transparent, sur lequel chacun peut se faire sa propre opinion. Le problème, c'est pas ce qu'on pense nous, c'est ce que l'histoire nous montre. C'est qu'en réalité, quand la transparence disparaît, les systèmes politiques démocratiques basculent dans le totalitarisme. Donc il y a un moment où tout ça nous pose un vrai enjeu, quoi. Ouais, enfin, en matière de politique, en 2018, il y a une loi fake news. Ouais. Qui par exemple... Il y a eu la loi Mouchou fake news, après il y a eu la loi Avia qui ni l'une ni l'autre ne donne des réponses. Attends, un exemple quand même assez concret, je trouve, c'est que la loi fake news demande en théorie aux plateformes de répondre aux questions de l'Arcom, anciennement CSA, sur les moyens de modération mis en œuvre, c'est-à-dire combien de modérateurs, combien parlent le français, parce que ça c'est quand même un gros problème, à Facebook, Twitter, TikTok. Quand on voit les réponses, alors les réponses chaque année, Facebook, Twitter, c'est dire à l'Arcom, il y a les documents sont en ligne. Ils disent, quand on répond à cette question, votre question elle n'est pas pertinente. Vous nous demandez les questionnaires, c'est combien de modérateurs en France. La réponse de Facebook, de Twitter à l'Arcom, c'est désolé, votre question elle est complètement con, ça m'intéresse pas. Au revoir. En gros, si je ils n'ont pas d'obligation de répondre. Voilà, donc mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais je pense qu'il faut changer de rapport de force. Et on peut pas. Avec des plateformes qui sont en Irlande. Justement, il faut fermer. Il faut fermer. Ouais. Il faut fermer Facebook. En fait, il faut leur dire que tant qu'ils nous répondent pas, on ferme. Je pense que dans les 48 heures, on a le chiffre. Faut pas dire adieu. Faut dire à demain. On ferme le temps que vous respectiez nos règles. Ça veut pas dire qu'on va vous fermer définitivement. Juste, on vous dit, on veut 3 choses. 1, de la transparence sur les algorithmes, peut-être pas la recette du Coca-Cola, on comprend bien que c'est un secret d'entreprise, mais qu'un comité consultatif, qu'un organisme représentant de l'intérêt des citoyens regarde ce truc. 2, quand tu parles des algorithmes, c'est justement les algorithmes de recommandation de contenu, qui vont faire qu'un contenu va être vu par des millions et des millions de gens. Et notamment pour voir, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit quand même que ces algorithmes de recommandation, ils étaient, polarisants, qui radicalisaient les gens, les internautes, et qu'ils étaient aussi propagateurs de fake news, parce qu'une fake news, ça fait beaucoup plus réagir, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Et à ce moment-là, ça envoie un signal à l'algorithme qu'il y a des gens qui réagissent, donc c'est un effet boule de neige. Effectivement, il y a un truc qui est... En fait, il y a un exemple assez intéressant. Alors, ça ne parle pas de Facebook, mais ça parle de recommandations de contenu sur YouTube. C'est un Français qui s'appelle Guillaume Chalot, que vous avez... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ici, mais il viendra certainement vous raconter tout ça. Guillaume, il travaillait chez YouTube, il fabriquait des algos de recommandation de contenu. À un moment, on est en 2012-2013, il se rend compte que
quand l'algo amène une vidéo de conspi, elle suggère une autre vidéo de conspi. Et ça va pas, ce truc-là, il y a un problème. Et donc, il cherche à proposer un algo de contradiction. Donc, à créer un algo qui, vous voyez une parole de gauche, on va vous mettre une parole de droite. Vous voyez une fake news, on va vous donner une parole scientifique. Vous voyez un truc anti-vax, et voilà ce que dit l'Institut Pasteur. Il propose ça. Et il est licencié dans les 48 heures. Il est licencié parce que, en réalité, son travail, c'est pas de faire le bien. Son travail, c'est de faire gagner de l'argent à YouTube. C'est normal, il est payé par YouTube. Et YouTube, c'est pas la démocratie. YouTube, c'est une entreprise qui a des intérêts d'entreprise. Et je pense qu'on peut tous le comprendre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ces trucs-là ont un impact sur la société, ont un impact sur nos votes, sur nos élections, sur ce qu'on pense des gens autour de nous, sur notre vision des minorités, sur notre vision des problématiques économiques, je crois qu'on a quelque chose à dire. C'est un peu le problème que nous posent ces plateformes, c'est qu'en réalité, ce sont des entreprises, et en même temps, elles sont devenues le lieu de la conversation, le lieu du débat. Et donc, comme elles sont devenues le lieu de la conversation et du débat, on ne peut pas s'exonérer de dire le débat, on ne va pas dire le débat, ça doit se faire comme ça. Mais dans le débat, il faut qu'il y ait un certain nombre de prérequis. Et ça ne peut plus être le cauchemar de Jean-Luc Godard. La démocratie, ce n'est pas 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Dernière question, dernier point, je pense, c'est là on va réaliser à quel point ça risque aussi d'être compliqué. On parlait des algorithmes de recommandation, enfin le prochain problème, ça risque d'être aussi l'IA. Ouais. J'allais te demander comment repérer une fake news. J'ai envie de dire, c'est déjà aller chercher la source tout le temps, se poser la question de la source. Ce qu'il faut, on peut quand même donner un vrai conseil, qui est le vrai conseil, c'est de prendre du temps. C'est-à-dire que finalement les fake news, tu l'as dit, elles jouent plus sur nos émotions. Elles titillent plus notre indignation, notre colère, elles nous font réagir. Et donc, quand on voit passer quelque chose qui nous énerve, qui joue là-dessus, prenons le temps de réfléchir. Respirons un tout petit peu. On disait, il faut tourner 5 fois sa langue dans sa bouche. Et là, on va tourner 7 fois le pouce au-dessus du smartphone avant de swiper. Mais je pense que vraiment, ça, c'est un vrai conseil. Prenez du temps, réfléchissez. Votre cerveau, c'est votre seul outil. Remettez-le en place. Redonnez-lui la capacité de fonctionner. Mais notre cerveau, quand il commence à voir des images qui sont photoréalistes, qui te montrent... on a parlé du pape en Balenciaga parce que c'était... le pape en doudou, c'était anecdotique. Trump avec ses Kalachnikov. Mais voilà, comment est-ce que tu fais contre ça ? Là encore, on est aux premières versions, mais j'imagine que dans 1 an ou 2, ça va être... Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un outil qui s'appelait « This person does not exist », qui permet de fabriquer en quelques secondes une photo. Et on savait qu'un outil comme ça, on pouvait le détecter un peu parce que le fond est toujours un peu le même et qu'un fond, les yeux sont toujours au même endroit et les visages sont symétriques. Une fois qu'on avait dit ça, on se disait tiens, on va regarder les photos, on va analyser. Je crois que on va pas pouvoir faire l'économie d'une forme de watermark, en tout cas de signe. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que c'est quand quelque chose est fabriqué par une IA, il faut que l'IA nous le dise. C'est pas possible. Donc, il faut que tu aies un petit message. Quelque chose, voilà. Après, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça de toute façon. J'ai l'impression, je me souviens de ce qu'avait fait le comédien américain Jordan Peele. Il avait fait donc un des premiers deepfakes qui avait beaucoup marché. Le deepfake, c'est pas des photos, c'est des vidéos où quelqu'un parle, mais c'est pas lui qui parle. Il avait singé Barack Obama, tu te souviens, Barack Obama qui disait du mal de Trump et tout. Et à la fin de la vidéo, on voyait en 2 images Obama d'un côté, Jordan Peele de l'autre, et on voyait bien Jordan Peele qui disait voilà, les gars, va falloir qu'on fasse très attention à l'avenir sur sur quelle source on accepte sur Internet si on veut pas finir dans une putain de dystopie bordélisée. Et je pense qu'il avait raison. En réalité, c'est peut-être finalement l'IA. Est-ce que c'est pas l'IA qui va redonner confiance dans les journalistes ? Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, une image qui circule sur Internet, elle est vérifiée par personne. Comme on sait que les images peuvent être fausses et fabriquées, est-ce que ça ne va pas redonner du crédit à ceux qui vérifient ? C'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être une illusion, mais en gros, je commence à me dire que des gens que j'espère un peu sérieux n'accepteront plus d'utiliser un contenu numérique s'il n'a pas été validé d'une manière ou d'une autre. Je pense à un truc un peu dans le même style. Il y a eu une grosse fake news qui a touché le groupe Vinci il y a quelques années. Un
un faux communiqué de presse qui est envoyé, qui dit que le directeur des affaires financières a piqué plein de pognon dans la caisse, le cours de bourse chute, ils perdent 7 milliards de capitalisation boursière en 2 heures, c'est un enfer. Et à la suite de ça, vont se créer des agences de certification des communiqués de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un journaliste économique qui accepte un communiqué de presse qui n'est pas certifié par une agence tierce. Est-ce que c'est pas un petit peu vers ça qu'on devrait tendre pour les contenus numériques ? En tout cas, ça va nous obliger à plus de vigilance, ça va nous obliger à plus de vérification, et je pense que ça va devoir nous obliger à plus de modération dans nos réactions. Encore une fois, le pape en doudou de Balenciaga, c'est rigolo. Moi, j'ai trouvé là une photo publiée par le fils de Trump sur les réseaux. Elle fait 300 000 vues sur Instagram en quelques Trump, heures. Il y a une foule derrière lui, etc. Et c'est pas vrai. Oui, mais à l'inverse, tu vois, il y a une photo, la fameuse photo des CRS devant le Conseil constitutionnel qui devait rendre sa décision sur la réforme des retraites. Tout le monde s'est dit, c'est une vraie photo, mais tout le monde s'est dit, je vais vérifier cette photo. Enfin, j'ai vu pas mal de réactions. Alors, d'un côté, ça peut être négatif parce qu'on peut dire qu'on ne croit plus à rien. Mais de l'autre, j'ai vu aussi des messages qui disent attention, est-ce que cette photo n'est pas générée par une IA ? Et du coup, ça ouvre un nouveau type de réflexe. Je pense ça que peut être aussi si le côté ça peut, positif. On va essayer d'avoir une petite note positive aussi, pour pas que les gens se pendent à la fin du podcast. Mais j'espère, moi ce que j'espère, c'est, je crois aux êtres humains. Et je crois à leur capacité à faire face aux challenges qui leur sont posés. Le numérique nous pose tout un tas de nouveaux challenges. J'espère qu'on va au moins être capable de réfléchir ensemble et de trouver des solutions ensemble, parce que c'est surtout ça. Il faut qu'on arrive à refaire société. C'est l'un des vrais problèmes que nous posent ces réseaux, c'est qu'ils nous obligent à tous vivre un peu dans des bulles, dans des couloirs d'information un peu séparés. Il faut qu'on refasse sens ensemble, il faut qu'on refasse société, et j'espère que les outils numériques de demain incorporeront un petit peu plus d'humanité, qu'ils ne reproduiront nos propres prismes, nos propres schémas, nos propres contradictions et nos propres préjugés. Bon, une note d'espoir positive, espérons, en tout cas pour la fin du podcast. Merci d'être venu nous parler de la désinformation en ligne. Merci beaucoup Thomas Huchon. À très vite. À très bientôt.